J'ai commencé mon allocution en langue nationale par ce qui s'est passé hier à propos de ma sécurité rapprochée. Le procureur de la République de Mbour et les forces de défense et de sécurité ont profité lâchement, parce que c'est une attitude très lâche ce qu'ils ont fait, de mon audition auprès du doyen des juges, ou par le doyen des juges, pour procéder à l'arrestation de 6 membres de ma sécurité. Et ce, sans remise de convocation à ma connaissance. J'ai entendu dire que, par certains, je ne l'ai pas vérifié, que les convocations ont été remises au moment de l'arrestation. Ce qui n'est pas vérifié apparemment. Sans remise de convocation, alors qu'on n'est pas en face d'une situation de flagrant délit. C'est du kidnapping, c'est pas une arrestation, c'est lâche et c'est indigne. C'est une énième provocation pour essayer de déclencher des réactions de la part de notre parti et de la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de rester encore calme. Parce que cela participe d'un projet beaucoup plus vaste, concocté au plus haut sommet de l'État, piloté par le ministère de l'Intérieur. Le nom de code de ce projet, je ne sais pas s'il serait fidèle en langue française, c'est que toute chèvre acculée finira par mordre. La stratégie est très claire, c'est de provocation en provocation, tout faire pour nous pousser à réagir et en profiter pour créer des dossiers judiciaires. Puisque le régime en place, Macky Sall en premier, sait pertinemment que son complot a raté. Que ce n'est pas avec ce dossier fantoche de viol et de menace de mort qu'il va régler ce dossier. Vous savez, le doyen des juges, tel que je l'ai vu, lui-même ne croit tellement pas à ce dossier qu'il ne m'a posé aucune question sur les menaces de mort. Rappelez-vous que je suis poursuivi pour viol et menaces de mort. Aucune question sur les menaces de mort. Parce qu'il sait que c'est ridicule, c'est fantaisiste. Moi qui débarquerai je ne sais où comme Lucky Luke avec une artillerie pour menacer, il n'a posé aucune question sur cela. Donc Macky Sall sait que ce dossier est morné, qu'il est vide, qu'il ne correspond à absolument rien, à part essayer de jeter l'opprobre sur ma personne en nous déplaçant sur le terrain vulgaire de mœurs. Mais cela n'a pas payé. Parce que plus ils en inventent, plus je gagne en popularité auprès du peuple sénégalais. Et les 2 élections qu'on vient de vivre en attestent suffisamment, puisque nous avons quasiment laminé. Ceci pour vous dire que ce qui s'est passé hier entre dans ce cadre. C'est d'essayer de créer des dossiers dans ce dossier, puisque ce dossier est vide. Je vous rappelle qu'en mars 2021, plusieurs procédures avaient été ouvertes contre ma personne. Attroupement non autorisé, trouble à l'ordre public, menace sur les institutions, appel à insurrection. Parce que c'était la stratégie, c'était de partir d'un dossier, mais d'en ouvrir une panoplie en se disant qu'il y aura forcément un dossier qui va passer. Et qui va nous permettre, ne serait-ce qu'une condamnation avec sursis, pour l'empêcher d'être candidat en 2024. Eh bien, je dis à M. Macky Sall qu'il perd son temps, lui et sa justice. Ceux qui ont été arrêtés sont les membres les plus rapprochés de ma sécurité rapprochée. C'est ceux qui ne me quittent quasiment jamais, quelle que soit la situation. Vous pouvez visionner toutes les images, vous verrez qu'ils sont toujours avec moi. Ces messieurs n'ont participé à aucun
affrontement. Ils n'ont participé à aucun risque et c'est à tort qu'ils ont été arrêtés. Sans identification ni preuve. Le procureur qui s'est transformé, lui, en juge, a même décrété leur culpabilité hier. Et vous venez prendre des gens qui sont ciblés depuis longtemps. Limousine, Momo, Petit Lamine, Boy, Diaw, tout le monde sait que depuis longtemps ils sont ciblés. Ils sont sur les tablettes des forces de défense et de sécurité. Ils sont surveillés, ils sont filés du matin au soir. Nous le savons tous. Et ils ont profité de ça pour venir les cueillir, les mettre dans une pièce, appeler les plaignants pour dire, dites que c'est eux. Dites que vous les avez identifiés. Ils n'ont participé à absolument rien. Et ce qui s'est passé à Tchiki relève de la légitime défense. Parce que nous avons été une énième fois attaqués. Vous savez, nous, on fait une tournée pour aller à la rencontre des populations. Nous n'allons agresser personne. Et nous avons fait des dizaines et des dizaines de villages dans le département de Mbour. C'était l'avant-dernier village de notre tournée. L'avant-dernier village. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Et là-bas, c'était planifié par une dame qui se trouve être de l'APR et travaille à la présidence de la République, qui a planifié une attaque en règle et nous n'accepterons jamais de nous laisser taper dessus, de nous laisser jeter des cailloux sans réagir. Mais le plus gros de la réaction, je vais vous le dire, c'est les militants de la localité. Ce n'était pas ma sécurité parce que ma sécurité était autour de moi. Quand il y a des problèmes de la sécurité, fait bloc autour de ma personne. Et moi-même, de là où j'étais, je n'entendais les bruits que de très loin. Ce qui fait qu'on a poursuivi tranquillement les discussions que nous entretenions avec les populations. C'est à la fin qu'on m'a rapporté ce qui se passait de l'autre côté. Et beaucoup de membres de cette sécurité-là étaient autour de moi. Ils n'étaient pas mêlés à ça. Je rappelle que nous avons plus de militants que dans cette zone comme presque partout au Sénégal maintenant. Parce que nous avons gagné Tchiki largement lors de ces élections législatives. Nous avons gagné toute la commune de Diass. Et partout où nous allons, c'est d'abord nos militants et nos jeunes qui viennent nous accueillir et qui font bouclier. Et je veux rassurer Macky Sall et Antoine Diome qu'ils ne pourront jamais décimer ma sécurité. Ma sécurité, ce n'est pas seulement ce que vous voyez là. Et vous voyez que je suis bien encadré. Mais ma sécurité, c'est des milliers, voire des millions de jeunes Sénégalais. C'est ça ma sécurité. Je veux les rassurer également qu'ils ne pourront jamais interrompre ou handicaper la tournée nationale que nous avons démarrée. D'ailleurs, après ce petit répit, nous allons reprendre, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Nous ferons les 46 départements du Sénégal. Nous ferons toutes les communes du Sénégal et nous ferons le maximum de villages du Sénégal pour aller rencontrer des Sénégalais. Et ce qu'on a déjà vu dans le département de Mbour est extraordinaire et dépasse toutes nos attentes. C'est ça qui leur fout la frousse que vous voyez actuellement. Parce qu'ils savent qu'on avait déjà conquis toutes les grandes agglomérations, toutes les cités urbaines. Mais ils se rendent compte que nous sommes en train de prendre le monde rural. Et c'est ça qui leur fait peur. Mais je les rassure, ils ne pourront pas arrêter cette tournée. Nous allons continuer le plus tranquillement du monde. Ce que je voulais dire ensuite, c'est par rapport à l'audition qui s'est tenue hier au bureau du doyen des juges. Ce matin, hier soir déjà, mais ce matin également, beaucoup de choses ont été dites sur ce fameux face-à-face. Certaines sont vraies, beaucoup d'autres ne le sont pas. Je veux dire simplement que cette audition aurait pu tenir en 15 minutes. Ce qui dénote du manque de sérieux de ce dossier. Un dossier qui a tenu en haleine le Sénégal depuis 18 mois. Un dossier qui a provoqué le chaos dans ce pays comme il n'en a jamais connu. Un dossier qui a coûté énormément au Sénégal en pertes en vies humaines
en biens matériels, en intégrité physique. Un tel dossier. Et tout le monde retenait son souffle et attendait ce fameux face-à-face entre Ousmane Sonko et le juge. Monsieur le juge, monsieur le doyen des juges ne m'a posé que 3 questions. 3. Pour vous dire vrai, en quittant ma maison, mon épouse m'avait demandé s'il fallait préparer le repas pour nous. Je lui ai dit non, je ne pense pas qu'on reviendra avant minuit. Cette audience aurait pu durer 15 minutes puisque le doyen des juges ne nous a posé que 3 questions, j'y reviendrai. Elle a finalement duré beaucoup plus longtemps parce que j'ai pris le temps de développer mes arguments et de démontrer le complot dont je suis victime au doyen des juges. Donc, au moins sur 1h30 minutes, c'est moi seul qui ai développé et qui ai présenté au doyen des juges mes arguments. Le doyen des juges m'a posé 3 questions. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Mais j'ai démontré au doyen des juges en quoi ce dossier était un complot. Et je lui ai cité les acteurs du complot. La liste n'est pas limitative. Parce que si le doyen des juges daignait creuser encore un peu, ce dossier le mènerait tout droit vers Macky Sall. Tout droit vers Macky Sall. S'il a le courage d'aller aussi loin. Les acteurs du complot, c'est d'abord l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. J'ai du mal même à mettre le mot procureur parce qu'un procureur, la dignité d'un procureur ne doit pas permettre certaines choses. C'est ensuite son bras exécutant, le commandant Abdou Mbengue, qui était le chef de la section de recherche en ce moment. C'est ensuite l'actuel commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. Moussa Fall, le général Moussa Fall. C'est M. Mamadou Mamour Diallo, maître Gabi Sow. Son nom me revient, maître Pape Samba Sow, dit Gabi. Maître Pape Samba Sow, dit Gabi, avocat. Maître Dior Diagne, épouse du ministre de l'Intérieur Antoine Diome, d'après ce qu'on m'a dit, elle aussi avocate. Et j'ai expliqué, au-delà de ce qui existe déjà dans le dossier, parce que le dossier est à 200% à décharge pour moi. Il ne comporte aucun élément et aucune preuve attestant d'un viol ou d'une menace de mort. Aucun. J'ai dit au doyen des juges, si vous avez des éléments à charge, mettez-les sur la table. C'est le moment. Il y a une accusatrice. Je suis inculpé depuis 18 mois. Vous n'avez pas osé me convoquer. Aujourd'hui, vous le faites. On a calmé le pays. Et je suis venu tranquillement vous voir. Ce à quoi je m'attends, c'est que vous me disiez, M. Sonko, à partir de la plainte et des investigations que nous avons menées, voilà des éléments à charge contre vous qui prouvent que vous êtes auteur d'un viol sur telle personne. Rien de cela n'a été. Le procureur, le doyen des juges ne m'a, en présence de mes avocats, n'a agité aucun élément de preuve. Aucun. Et donc, je lui ai dit, moi, lors de la première comparution avec son prédécesseur, j'avais inscrit noir sur blanc 2 choses. À la question, est-ce que vous reconnaissez les faits? J'avais répondu absolument pas, je ne reconnais aucun. Je ne reconnais aucun de ces faits. Je n'en connais même pas. Et deuxièmement, je suis victime d'un complot organisé, préparé, exécuté
par telle et telle personne. C'est ça qui était inscrit sur le dossier. Je lui ai dit, le dossier a deux volets. Volet accusation, volet contre-accusation. Que chacun apporte ses preuves. Et puisque vous êtes incapable de me montrer ne serait-ce que le début d'une preuve, moi, je vais vous donner mes preuves. Et je lui ai dit, concernant le procureur Serigne Bassirou Gueye, il a comploté contre ma personne sur ce dossier. Et par la grâce de Dieu, parce que depuis qu'on a commencé ce dossier, je ne peux que remercier le Seigneur. Parce qu'à chaque fois et à chaque étape, il a permis d'accéder à des données et des informations qui ont mis en évidence un certain nombre de choses. Depuis la publication par je ne sais qui du rapport d'enquête compromis par Serigne Bassirou Gueye, la publication du certificat médical établi par le gynécologue, jusqu'à maintenant, à chaque mois, à chaque fois, Dieu nous a permis d'accéder à des informations qui ont permis aux Sénégalais. Parce que ce dossier, c'est un dossier politique. Et ceux qui jugent un dossier politique, c'est les Sénégalais. Ce n'est pas les magistrats. Ils ont beau s'agiter, mais c'est les Sénégalais qui jugent. Et c'est pourquoi les Sénégalais, en juge, étaient sortis au mois de mars dernier pour dire ça ne se fera pas. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu accéder à un document qui est essentiel. Essentiel dans ce dossier. De quel document s'agit-il? Il s'agit du procès verbal d'enquête interne de la gendarmerie nationale. Le procès verbal numéro 063 4 4 HC CAB du 14 avril 2021 intitulé Affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. Lorsque les choses se sont passées comme elles s'étaient déroulées l'année dernière, M. Jean-Baptiste, qui était en ce moment le haut commandant de la gendarmerie, un bon soldat digne et loyal, avait ordonné une enquête, et cette enquête avait été menée par le colonel Omar Diouf et le colonel Crépin Arsène Sambou. Ce rapport, on l'a versé dans le dossier. Les conclusions sont sans appel. Et c'est pourquoi je crois que Macky Sall va avoir la surprise de sa vie, parce qu'il ne pensait pas que nous détenions ce document. Il paraît que quand ce document lui avait été remis, la première question qu'il avait posée, c'était « J'espère que c'est la seule copie ». Eh bien, ce n'est pas la seule copie. Parce que nous sommes dans un peuple de personnes dignes et de patriotes. Dans un peuple qui n'aime pas l'injustice. Ce que Macky Sall doit savoir, autant il est renseigné sur nous, autant on est renseigné sur lui. Même quand il prend son petit déjeuner, on sait qu'est-ce qu'il a mangé. Donc, il n'a qu'à arrêter ces gesticulations. Qu'est-ce que dit ce rapport? Ce rapport dit que Serigne Bassirou Gueye, procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines Omar Touré et le capitaine Diop. Il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAJ contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens? Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée
réflexion sur les faits, un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viols répétitifs avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS? Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre Sonko. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Ça, c'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Ce monsieur est un criminel. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte. Parce que ses agissements, son complot, son acharnement à charger un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes Sénégalais. C'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Le deuxième impliqué dans ce complot, c'est le commandant Abdou Mbeng. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est à Abdou Mbeng que le procureur Bassirou Gueye donnait des instructions pour lui dire enlève ceci, mais cela en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes. C'est cela que le capitaine Touré a dénoncé. Cet homme est un homme digne. Je n'ai aucun lien, je le dis. Jusqu'au jour où le capitaine Touré est venu me remettre une convocation chez moi, je n'avais jamais vu ni entendu le nom du capitaine Touré. Je n'avais jamais vu l'homme, je n'avais jamais entendu son nom. Et depuis ce jour, jusqu'au mois où je vous parle, je n'ai jamais vu cet homme. Il y a des Sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers, qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes. Parce qu'il a vécu des pressions. Le rapport a conclu, le rapport interne de la gendarmerie a conclu, effectivement,
qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine Touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi. Cet homme n'aurait pas dû mériter d'être exclu de la gendarmerie. Il devait être décoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie. C'est ces injustices, ce complot, qui était insupportable pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas, bien qu'on ne se soit jamais vu, mais en tant que patriote et un homme digne, qui a prêté serment de servir le Sénégal et non pas des hommes, c'est ça qui l'a amené à dire non. Mais ce n'est pas des proximités ni rien d'autre. Et le troisième, c'est le général Moussa Fall. Il est établi dans ce rapport, le capitaine Touré l'a dit, le capitaine Diouk a confirmé en avoir entendu parler, que le général Moussa Fall, 15 jours avant les faits supposés ou les faits déclarés, parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition, eh bien, le général Moussa Fall avait instruit le commandant Abdou Mbengue de dépêcher un MDL-chef sur les lieux, en leur disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là-bas et qui serait victime de sévices de ma part. 15 jours avant les faits déclarés. Et cette information est bien confirmée. Parce que pendant les 6 jours de ma détention à la section de recherche, entre le 3 et le 8 mars, un MDL-chef est venu me voir dans la chambre qui me servait de lieu de détention et m'a confirmé. Il m'a dit c'est moi-même qui avait été envoyé là-bas. Et quand je suis allé, je me suis débrouillé même pour entrer. Et quand je suis sorti, j'ai appelé ma hiérarchie pour leur dire que ce que vous dites ne peut pas se faire là-bas. Parce que c'est une maison avec une famille qui y habite, des gens qui y travaillent. Je vois mal comment cela peut se faire là-bas. Comment un général de gendarmerie peut se permettre de telles pratiques qui déshonore son grade et son rang? Il est membre à part entière de ce complot. Monsieur Mamoudou Mamour Diallo, lui, c'est l'évidence même, puisqu'il a appelé la propriétaire de l'Institut quand elle était soumise à l'enquête au niveau de la section de recherche pour lui proposer des sommes d'argent progressives jusqu'à atteindre 200 millions, je crois, en échange du changement de sa version. Qu'elle accepte de changer sa version pour me charger et pour me désigner. C'est que la bonne dame a refusé. Voilà une dame également extrêmement digne, qui a subi beaucoup de choses. Elle a failli perdre son enfant. Serigne Bassirou Gueye, mais cet homme n'est pas humain, a envoyé des éléments de la gendarmerie pour leur dire de lui arracher son enfant qui était né prématuré. Et le médecin a dit, si vous voulez enlever son enfant, vous serez responsable de la mort de cet enfant. Comment un procureur participant à un complot d'État peut aller aussi loin? Mais, en plus de cela, tous les Sénégalais ont entendu un audio identifié par lequel ou dans lequel le sieur Mamoudou Mamour Diallo entretenait une conversation avec la plaignante pour rappeler les engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'elle, de lui donner des documents de voyage, passeport, visa, de l'argent, lorsque cette affaire serait terminée, c'est-à-dire lorsque le procès se tiendrait. Et hier, j'ai dit au doyen des juges, j'ai posé la question au doyen des juges, est-ce que c'est vous qui avez promis aux gens un procès? Parce que vous êtes le seul à pouvoir renvoyer un procès sur un dossier totalement vide. Et tous les gens de la paire, de la présidence de la République aux plus petits militants, sont convaincus qu'il y aura procès. Nous savons les pressions qu'il subit, je vais y revenir. Maître Gabisso, qui est le beau-frère de Mamour Diallo. Je rappelle que Mamour Diallo, il y a quelque chose qui nous oppose et tout le monde le sait, c'est que j'avais fait une dénonciation
sur une escroquerie dont il est l'auteur avec ses complices portant sur 94 milliards. Personne n'oublie ce dossier. Et il ne l'a jamais digéré. Aujourd'hui, un rapport de l'OFNAC est sorti, parce que j'avais saisi l'OFNAC. Et le rapport a dit m'a donné raison sur toute la ligne et a demandé à ce que le procureur ouvre une instruction judiciaire et poursuive Mamour Diallo et ses complices pour escroquerie sur des milliards de nos deniers publics. Cet homme m'en veut à mort. Et c'est cet homme que Macky Sall vient il y a une dizaine de jours à peu près de nommer à la tête d'une direction nationale. Et c'est avec lui qu'on l'a vu sourire benoîtement à Popenguine, comme des insuffisants mentaux, pensant pouvoir, je ne sais pas, nous atteindre ou je ne sais pas quoi. Vous savez, nous avons un président, je crois, qui est revenu à un niveau tellement puéril et enfantin. Ce que les Wolofs disent, fayantou. Il fait des choses en pensant que ça va déplaire à tel. Il ne les fait pas parce qu'il est président de la République. Et c'est puéril, c'est enfantin. Et ce maître Gabisso, le médecin gynécologue, dans sa déposition, a clairement dit que c'est maître Gabisso qu'il a appelé la veille des faits. C'est-à-dire, vous avez vu, nous sommes en face d'un crime prémédité. Pas par le criminel, mais par les victimes. C'est unique dans l'histoire criminelle du monde. Prémédité par les victimes. Maître So a appelé un gynécologue la veille pour lui dire, est-ce que vous serez demain à Dakar? Oui, je serai demain à Dakar. Restez à mon écoute. Le lendemain, à l'heure, oui, je veux que vous alliez à tel endroit, il y a une personne victime de viol, etc. Le médecin a dit, je ne peux pas. Non, elle est dans une situation critique entre la vie et la mort, etc. Le médecin a dit, pour qu'on ne me colle pas non-assistance à personne en danger, je me suis rendu. Et quand je suis arrivé, quand on m'a présenté la personne, j'ai dit, est-ce que c'est cette personne? Parce qu'elle était normale, souriante, etc. Aucun signe de quoi que ce soit. Donc, ce monsieur est également, et on le soupçonne même d'être le rédacteur de la plainte. Parce que la plaignante, qui n'a même pas le niveau de 3e secondaire, dit avoir rédigé une plainte que même un certain nombre d'avocats ne pourront pas rédiger avec des articles très précis du code pénal. C'est une révolution. Il y a Maître George Diagne, enfin, qui est l'épouse du ministre de l'Intérieur. Tout le monde connaît ce ministre de l'Intérieur, je n'ai pas besoin de vous le décrire. C'est le summum de la bassesse. C'est un homme qui tuerait père et mère pour la carrière. Je vous le dis parce que je le connais personnellement. Et son épouse est mêlée à ce complot. Rappelez-vous, dès les premiers jours de cette affaire, il y avait une information qui avait fuité et qui venait d'elle. Elle décrivait la procédure. Oui, ne le prenez pas, ne l'enfermez pas. Ça va brûler le pays. Il faut faire ceci. Il faut l'amener devant, tout faire pour organiser un procès. Et puis, on va le confondre. Il va avouer la relation sexuelle. Sa réputation sera ternie et puis c'est fini. Et elle ne s'est pas limitée à ça. Parce que la dame de Khadinjaï a affirmé qu'elle l'avait trouvé à la section de recherche pour la menacer de changer sa version. Nous pouvons y ajouter Macky Sall lui-même. Parce que si vous observez bien, tous ceux qui ont refusé de participer au complot ont été sanctionnés. Le capitaine Touré a été sanctionné. Le général Tin a été sanctionné. L'MDL chef dont on parle a dû quitter la gendarmerie. Ainsi de suite. Mais tous ceux qui ont accepté de collaborer, le général Moussa Fall a été promu. Le commandant Abdoumbeng est passé colonel. Mamoudou Mamour Diallo a été nommé directeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Serigne Bassirou Gueye a été détaché au palais de la République. Et rappelez-vous qu'une dame a fait un témoignage public
attestant d'un lien qui existerait entre mademoiselle Adji Sarr et monsieur Macky Sall. Et c'est pourquoi nous l'avons ajouté également dans la liste des témoins. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau des doyens des juges. Rien d'autre. Le doyen des juges m'a posé 3 questions. La première, est-ce que je reconnais avoir fréquenté les lieux? J'ai dit oui. À quelle date? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas un robot et j'ai pas un calepin du matin au soir pour dire à telle heure j'étais ici, etc. Ça, c'est peut-être les enquêteurs de la police qui font ce genre de pratique. Il m'a dit, est-ce que je reconnais avoir entretenu des relations avec la dame? Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Quand un dossier de complot est si manifeste, avec des preuves, et de l'autre côté, vous n'avez aucune preuve, je ne vous permets pas, vu le statut que j'ai, parce que dans 16 mois, j'ambitionne d'être président de la République du Sénégal, je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. Et de surcroît, c'est pas à moi de vous donner des preuves. Et troisième question, est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN? J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va? Là-dedans, est-ce que ça va? Vous n'avez aucune preuve. Vous ne me mettez absolument rien. Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs. Si vous dites avoir fait des prélèvements, qui les a fait? Qui les a gardés? Le commandant Abdou Mbengue, le procureur Bassirou Gueye. Et vous me dites, moi, de donner mon sang pour qu'on aille comparer avec ce que ces gens-là ont fait. Votre dossier, maintenant, se résume à une histoire de sang. Moi, mon sang, là, Sonko Bankirankoli, vous ne l'aurez jamais. Si le dossier se résume à ça, il est terminé. Que chacun va à ses occupations. Mais je lui ai dit, si vous êtes conséquent avec vous, vous devez poursuivre vos investigations sur la théorie du complot. C'est même plus une théorie, sur la réalité du complot. Et si vous êtes courageux, vous irez loin. Et je lui ai rappelé la jurisprudence du Watergate aux États-Unis, qui a coûté au président Nixon son 2e mandat. Parce que le parti qui était au pouvoir avait comploté contre son opposition, en mettant un système d'écoute au niveau de leur siège et ailleurs. Quand ça a été découvert, une enquête a été menée, et grâce à la détermination du juge qui a refusé de laisser tomber. Ça s'est passé avant le second mandat de Nixon. Le juge a continué, Nixon est allé en campagne, il a eu un second mandat, le juge n'a pas lâché. Et il a fallu mettre en place une commission sénatoriale. Cette commission a conclu à la culpabilité de Nixon et à sa destitution. Quand on met tous les moyens d'un État pour comploter contre une opposition, contre un opposant, cela est une haute trahison de la part de ce régime. Mais je sais qu'il n'aura pas le courage d'aller si loin. Et c'est pourquoi, pour terminer, nous avons demandé au juge si vraiment il veut une investigation digne de ce nom, de convoquer le général Moussa Fall et de l'entendre sur ses agissements, de convoquer le commandant Abdoul Mbengue, devenu colonel, de convoquer le dénommé MC Niass, qui a déclaré publiquement avoir des preuves, et il en avait sorti au moins une, le fameux audio qui mettait en conversation Mamour Diallo et Adji Sarr. De convoquer M. Mamadou Mamour Diallo, apparemment le cerveau même de tout ce qui s'est passé. De convoquer Maître Gabisso et Dior Diagne. D'entendre également le capitaine Omar Touré. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit ce dossier. Certes, il a posé beaucoup d'actes à décharge, mais nous, on ne peut pas nous endormir. Si la consigne qu'il a reçue de Macky Sall, c'est, dans tous les cas, de renvoyer à un procès, il peut poser des actes qui donneraient à penser qu'il instruit à décharge. L'important pour eux, c'est qu'au finish, on parle
on renvoie vers un procès. Et j'ai dit à ce doyen des juges que je n'ai aucune raison de lui faire confiance. Parce que il avait posé des actes sur ce dossier avant qu'il ne lui soit confié. Rappelez-vous qu'au mois de février, dès que cette affaire a éclaté, il avait partagé sur sa page Facebook un article tendancieux à charge contre moi, écrit par un militant de l'APR vivant en France qui se trouve être son parent, son beau-frère même. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un juge qui a posé cet acte déjà? Je lui ai dit, monsieur le juge, nous n'ignorons pas vos liens avec beaucoup de pontes de la République. Nous savons qu'il est très proche d'Aïssata Tall Sall, qui nous avait accusés de tous les noms, qui avait fait des courriers à toutes nos ambassades à l'étranger pour leur demander de me dépeindre en diable. Et c'est elle qui avait sorti le terme de force occulte, dont elle est seule à connaître. Ils sont très proches et le juge Maham Diallo lui a même donné le nom d'une de ses filles. Nous connaissons ses relations avec les Abdoulaye Daouda Diallo, les Farba Ngom. Je ne veux pas parler d'ethnie, ni de Neto Bandung, mais nous connaissons tout. Mais nous savons surtout les pressions qu'il subit, et quelquefois même les menaces. Je lui ai rappelé que son prédécesseur, M. Samba Sall, au dernier jour de gestion de ce dossier au mois de mars, avait confié qu'il avait peur pour sa vie. Mais il avait dit qu'il avait plus peur de l'État que des manifestants. C'est assez significatif. Et il a préféré quitter chez lui pour aller loger chez un avocat en ville. Nous savons que lui-même subit les mêmes pressions. Et qu'il a peur. Il aurait avoué à demi-mot. Mais quelle que soit la situation, il doit savoir que le peuple n'acceptera plus certaines choses. Lui, comme tous les magistrats, à chaque fois que ce pays a brûlé, c'est parti d'un magistrat ou d'un groupe de magistrats. À chaque fois. N'eût été ça, nous sommes le pays le plus paisible. Que les magistrats disent le droit, rien que le droit. Mais des magistrats qui s'aplatissent devant l'exécutif. Des magistrats qui, même face à l'évidence, suivent au droit et l'œil ce que l'exécutif leur demande. Et ces magistrats-là qui posent les problèmes. C'est les manipulations de Serigne Bassirou Gueye et autres qui ont coûté 14 morts au Sénégal en 2021. Et cela ne doit plus se reproduire. Et c'est pourquoi nous n'accepterons plus cela. Et cela, je l'ai dit également aux juges, ce ne sont pas des menaces. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau du doyen des juges. Il n'y a rien d'autre. J'ai été exhaustif. Rien d'autre ne s'est passé. Les petites histoires mystiques, etc., ça c'est anecdotique. C'est pour amuser la galerie. Voilà, messieurs et dames de la presse. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On avait passé 10, 20 jours ici. Allez-y rapidement. Qui a... Allez-y, M. Diong. Ma question est la suivante. Vous avez toujours demandé un procès après avoir eu un face-à-face avec le juge. Une confrontation avec Adji Sarr n'est pas exclue. Êtes-vous prêt pour une confrontation avec Adji Sarr si le magistrat ainsi que le demande? Vous pouvez répondre en votre. Monsieur, vous posez une question évidente. Vous avez même la réponse vous-même. Je crois qu'il faut bien poser les questions. La procédure relève du juge et pas de moi.
C'est le juge qui va décider des actes qu'il pose. Nous, on est à la disposition de la justice. Donc, c'est des questions qui se répondent d'elles-mêmes. La deuxième chose, je n'ai jamais demandé un procès. Soit vous connaissez la procédure, vous ne la connaissez pas. On est à la phase instruction. Si le juge instructeur décide qu'il y a non-lieu, on ne va pas en procès. S'il décide qu'on va en procès, on va en procès. Donc, ne me dites pas que vous avez toujours demandé un procès. Merci. La même question, vous avez face au doyen des juges, Alissa avait face au doyen. Monsieur les journalistes, si vous n'avez pas de questions, on arrête. C'est impertinent. On vient de répondre à ça, vous me dites c'est la même question. Allez-y. Il semble avoir aujourd'hui une guerre d'influence entre la France, la Chine, la Russie et même la Turquie en Afrique. Est-ce que voir ça comme M. Ousmane Sonko a une véritable rupture des traditions économiques au Sénégal une fois que vous serez au pouvoir? La deuxième question. Le président Macky Sall avait demandé à son ministre de la Justice de voir les modalités de l'élaboration d'une loi d'amnistie. Beaucoup pensent que cette loi pourrait permettre à votre allié Khalifa Sall et Karim Wade de se présenter à la présidentielle de 2024. Quelle serait la position de Pastef, des députés de Pastef si jamais cette loi arrive à l'Assemblée nationale? Merci madame. Vous posez des questions de géopolitique. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de l'être, mais il faut comprendre qu'il y a des séquences dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments. La lutte d'influence, elle est liée aux États. C'est ça, l'histoire de l'humanité. Depuis les royaumes, avant même les royaumes, depuis les tribus, chaque groupe tente d'étendre son influence sur les autres. Il y a maintenant des séquences. Il y a des séquences plus ou moins agitées qui peuvent aller d'une sorte de guerre froide à des guerres physiques sur le terrain. Et il y a des périodes plus ou moins d'accalmie. Nous étions sortis d'une période plus ou moins d'accalmie avec des soubresauts. Depuis la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale jusqu'à présent, on a connu peut-être la guerre d'Irak, on a connu la guerre au Vietnam, on a connu la guerre en Syrie, etc. Mais c'était concentré quelque part et ça n'avait pas pris une certaine importance. Là, on est dans une phase beaucoup plus chahutée parce que elle oppose les blocs qui s'étaient opposés dans la guerre froide. Vous avez la Russie, qui est l'émanation de l'URSS. Vous avez la Chine, donc le bloc communiste. Et de l'autre côté, vous avez le monde occidental. Cela nous amène à la situation que nous connaissons. Guerre sur le territoire européen. On pensait que c'était révolu. Menace de guerre en Asie, aussi bien entre les deux Corées qu'entre la Chine et Taïwan, ce qui impliquerait certainement les États-Unis. Menace de guerre en Asie orientale, entre l'Iran notamment et l'Arabie Saoudite. Évidemment, cela rend le monde beaucoup plus incertain. Et au-delà de ça, il y a la guerre d'influence économique. Quelle est notre position? Les Africains doivent assumer leur destin. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours être sous le couvert de quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes contre la France. Le débat ne se pose pas comme ça. Nous voulons avoir des relations d'égal à égal, équilibrées, équitables avec tout le monde. Nous n'allons pas quitter une domination pour accepter une autre. Quand je vois nos frères burkinabés faire, en tout cas sortir pour manifester leur satisfaction après un coup d'État, porter le drapeau russe, je dis il y a un problème. On ne remplace pas la France par la Russie. On veut traiter avec tout le monde d'égal à égal. Et on veut surtout être libre et digne. Mais l'Africain pense toujours qu'il faut qu'il soit sous le couvert de quelqu'un. Nous ne remplaçons pas la France par la Chine,
ou par les États-Unis. Nous voulons traiter librement, équitablement avec tout le monde. Et nous n'accepterons aucune domination. Parce que souvent, quand on parle de ça, les gens ciblent la France parce qu'on a une histoire coloniale. Mais savez-vous que certaines nouvelles puissances ont des pratiques beaucoup plus nocives à notre endroit que la France? Vous le savez. Quand des puissances viennent signer avec nous, nous prêtent de l'argent, nous imposent leur entreprise, ne payent pas l'impôt, même l'eau qu'ils boivent, ils amènent ça de chez eux. Et pire encore, gagent la dette qu'ils laissent ici, sur nos infrastructures. Si vous ne payez pas, je prends le port. Si vous ne payez pas, je prends telle chose. Ces pratiques sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on crée avec la France. Et donc, nous, notre ligne, c'est la ligne de la souveraineté. Ce n'est pas une ligne de changer une domination par une autre, un complexe par un autre complexe. Je ne vais pas développer trop longtemps. Pour la seconde question, notre position a toujours été très claire. Nous réclamons l'organisation d'une élection présidentielle en 2024, libre, transparente, démocratique, à laquelle participeraient tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Donc, à l'exclusion de Macky Sall, qui ne remplit pas la condition. Et dont certains ont été empêchés par des manipulations judiciaires pour les écarter de la course. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas attendu ça. Nous avons instruit nos députés de préparer un projet de loi pour la modification des articles L29, je crois, et L30, pour régler la question de l'éligibilité. Et des juristes sont en train de travailler dans ça. Lorsque nous travaillons pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire qu'il faut qu'on inscrive dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sall et Karim Wade. Nos amis du PDS ont dit non, nous on n'est pas intéressés par une amnistie. Tout ce qu'on veut, c'est la révision du procès et la modification des dispositions du code électoral, et cela suffira. Mais nous, dans notre charte à Yewwi Askan Wi, on a inscrit l'amnistie. Vous savez, moi, je ne triche pas en politique. Et je n'ai pas peur d'adversaires politiques. Je fais mon travail sur le terrain et je laisse le reste au Seigneur qui fait passer son choix par le peuple sénégalais. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous ne devons quasiment rien à personne. Donc, je n'ai pas peur d'adversaires politiques. A fortiori quand c'est des partenaires politiques. Le président Khalifa Sall, tout le monde connaît nos relations. Donc, les gens qui essaient de faire la confusion, si ces gens-là reviennent, ça ne fait pas l'affaire de Sonko. Absolument pas. Moi, je fais mon travail. Nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons le chemin que nous avons parcouru. Nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Et nous sommes convaincus d'avoir tous les atouts pour gagner la prochaine élection présidentielle. Donc, je ne me focalise pas sur tel ou tel adversaire. Voilà, je vous remercie. Prochaine question. Je suis Ibrahima Khalidien de l'Africa 7. Voilà, par rapport au dossier, en fait, nous avons constaté que depuis le début donc, du dossier, vous faites allusion à un complot. Est-ce que vous croyez que, actuellement, ainsi que votre pool d'avocats, vous disposerez suffisamment de preuves, parce qu'on le sait en matière de justice, la preuve incombe au demandeur, au cas où vous auriez obtenu le non-lieu pour l'affaire Adji et que vous voudriez entamer une procédure pour véritablement élucider le complot, est-ce que vous disposez suffisamment de preuves pour véritablement pouvoir obtenir gain de cause? La deuxième, 14 jeunes ont été tués lors des événements de mars 2021. Vous avez un groupe d'avocats qui se compte en dizaines, pour ne pas dire donc 20 avocats. Donc aujourd'hui, est-ce que Ousmane Sonko en personne va faire la même chose pour véritablement avoir des avocats pour qu'un procès soit très rapidement mis en place pour élucider donc la mort de ces 14 jeunes qui n'est toujours pas donc élucidée? Merci. Je pense que... Non, attendez. Je pense que M. Sen, bien. Votre première question, si je me rappelle bien, a trait à
Aux preuves, je crois avoir suffisamment déroulé sur cette question. Franchement, je vous aime bien, M. Dien, mais et non seulement j'ai suffisamment déroulé sur cette question, mais j'ai dit, je n'attends même pas le non-lieu, puisque je vous dis que je vais déposer un recours contre Seigne Bassirou Dien. Par rapport aux accusations, je ne peux entamer une procédure que lorsque celle-là sera achevée. C'est pourquoi on ne l'a pas fait. Mais par rapport à Seigne Bassirou, je vous dis que dès lundi, je déposerai une plainte. Donc je crois avoir répondu largement à cette question. Pour les 14 morts, j'aimerais bien de temps en temps que les journalistes puissent accéder à Macky Sall pour lui poser ces questions. Vous savez, moi, je ne gère pas l'État. Je ne peux pas contraindre la justice à ouvrir un dossier, mais on l'a demandé. On a déposé dans le cadre du M2D. Et on a saisi la justice internationale également. Et vous avez vu la directrice d'Amnesty quand elle est passée l'autre jour. C'est à l'État. Et l'État avait annoncé une enquête. Mais demandez à l'État où se trouve l'enquête. Moi, je ne peux pas faire l'enquête. Les questions, il faut les poser aux vrais acteurs. C'est la justice qui doit traiter le dossier. C'est l'État qui doit ouvrir une enquête. L'État ne fait pas, la justice ne fait pas. Que voudriez-vous que moi je puisse faire? Mais absolument rien. Alors, pour le reste, c'est les deux questions que vous avez posées. Voilà. Je prends une dernière question parce qu'il est l'heure de la prière. Et il faut changer. Il faut changer. Il faut changer de côté. Vous êtes déjà déclaré candidat à la présidentielle prochaine. Est-ce que vous ne pensez pas que le dossier Aïssa, pouvez-vous qu'il soit vidé avant cette échéance? Ou s'il n'est pas vidé, est-ce qu'il ne constitue pas quand même un talon d'Achille ou bien une chape de plomb qui vous empêcherait d'être président de la... Mais comment ça? Comment ça? mais monsieur, c'est monsieur? Monsieur Barry. Ce dossier était là quand j'allais aux élections législatives. Il était là quand j'allais aux élections locales. À la limite, ce dossier m'a renforcé, moi. C'est un dossier qui nous renforce et qui nous a beaucoup renforcé. Je me demande est-ce qu'il ne faut pas rendre grâce à Dieu qu'il y ait eu ce dossier. Ce qui est constant, c'est que je serai candidat en 2024, Inch'Allah. Et j'ai très bon espoir d'être le prochain président de la République. C'est tout ce que je dis. Vous posez en français, je réponds en français. Monsieur, vous posez une question répondue. J'ai répondu à ça, monsieur. Soit vous n'écoutez pas, soit vous... Voilà. On a répondu à tout. Il est l'heure de la prière. Merci beaucoup.